Voilà. Voilà, on est bon. Donc je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez bien la fenêtre. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Superbe. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de la formation continue. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter le diplôme universitaire Résilience et situation de soins complexes, qui est un nouveau diplôme qui démarrera en janvier 2024. Alors, nous vous informons que la webconférence sera enregistrée pour rediffusion sur notre site et dans nos réseaux en replay. Les caméras et les micros ont été désactivés, donc pour le confort d'une part des intervenants et puis aussi pour le respect de votre image. Et à la fin de cette présentation, il y aura la possibilité de réaliser un jeu de questions-réponses pour que les intervenantes puissent répondre directement à vos questions. Donc les intervenantes, nous accueillons aujourd'hui donc Blandine Humbert, qui est docteur en philosophie, qui a d'abord été junior chargée de mission au centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin avant d'enseigner, puis de développer au sein de l'Institut catholique de Paris des formations à destination des soignants, dont celle que nous allons présenter aujourd'hui. Il y aura également Anne-Laure Poujol, qui est maître de conférence de l'école de psychologues praticiens de Paris, psychologue clinicienne en service de réanimation chirurgicale polyvalente au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière à Paris. Et également Marie-Anne Sévèque, qui est depuis 2016 à Gustave-Roussy, médecin douleurs adultes et en pédiatrie également, et qui travaille en équipe autour des douleurs du cancer pendant et après traitement. Donc, elle s'intéresse également de près aux soins palliatifs. Et puis moi-même, donc je suis Katia Latapi, en charge de la formation professionnelle et des relations entreprises au sein de l'ICP. Donc l'ICP, donc l'Institut catholique de Paris, je vais vous présenter très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous sommes. Donc c'est un établissement universitaire supérieur privé. Nous accueillons chaque année 10 000 étudiants sur le campus. Nous proposons une vingtaine de licences, 26 masters, 6 prépas, 7 doctorats. Et également, nous avons des partenariats avec 140 universités dans 40 pays. Et d'autres d'ailleurs, on a un tiers des étudiants qui viennent de l'étranger. Donc, nous possédons 3 campus, un troisième qui vient juste d'ouvrir d'ailleurs. Donc, nous avons le campus historique qui est le campus parisien, qui est situé au cœur du 6e. Nous avons également le campus de Reims et le nouveau campus de Rouen qui vient d'ouvrir là pour sa première rentrée en septembre 2023. Donc, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes également évalués par le HCRS et labellisés Calliope. Donc l'ICP, c'est le regroupement de plusieurs facultés et instituts, donc autour de différentes thématiques, les solidarités et interculturalité, le management avec le développement durable et la RSE également, les ressources humaines, la médiation et la QSE, l'éducation et la pédagogie, l'éthique, soins et santé, et enfin la théologie, laïcité et religion. Donc la formation professionnelle, c'est une alliance académique et professionnelle. Donc l'ICP répond à sa mission d'utilité publique en proposant une offre de formation continue conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Donc c'est une offre qui vise à favoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts, avec pour objectif d'éclairer les acteurs économiques et les aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain, faire face aux conséquences des profondes révolutions que l'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient technologiques, économiques, politiques, environnementales, auxquelles aujourd'hui toutes les organisations sont confrontées. Et c'est surtout une offre engagée à soutenir les acteurs socio-économiques, à assumer un management humain et responsable,
et à développer les compétences nécessaires à la prise de décision stratégique et à la mise en place d'une gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. Donc pour cela, eh bien, l'ICP accueille 900 enseignants-chercheurs, dont 50% sont issus du monde professionnel. Donc, elle possède un réseau de 5 bibliothèques. Elle propose des formations en présentiel, en distanciel et en hybride, avec des formations qui vont associer bien évidemment apport théorique et la pratique. Et pour cela, eh bien, elle possède évidemment les équipements et les matériels pédagogiques adaptés. Au niveau de la formation professionnelle, nous accueillons 4000 stagiaires, nous avons accueilli 4000 stagiaires en 2022. Nous proposons de l'apprentissage avec 2 masters et une licence pro, de la reprise d'études avec 30 masters. 30% des personnes qui intègrent les masters sont issues de la formation professionnelle et 3 titres RNCP et 5 certifications inscrites au registre spécifique. Ce sont également 30 diplômes universitaires compatibles avec une activité professionnelle et bien évidemment des formations professionnelles courtes et sur mesure, notamment pour les personnes qui sont aujourd'hui ici et qui s'intéressent à développer des formations au sein de leurs organisations. C'est également à l'ICP 2 chaires de recherche, donc avec la chaire ICP ESSEC Entreprises et biens communs, qui propose de la recherche disciplinaire autour de la notion de bien commun appliquée aux entreprises, et puis la chaire numérique et citoyenneté, dont l'objectif vise à mettre le numérique au service de l'homme, donc avec de la recherche transversale, de la stimulation des enseignements pluridisciplinaires qui associent étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, professionnels autour du secteur du digital et des partenaires socio-économiques. Donc voilà pour la petite présentation rapide de l'ICP et je vais dès à présent arrêter le partage et donner la main à Blandine Imbert qui va nous présenter le nouveau DU. Alors, d'abord, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents et de prendre du temps pour écouter cette petite présentation. Je salue Marie-Anne qui vient de nous rejoindre et donc qui pourra aussi prendre la parole tout à l'heure. Et merci à Anne-Laure aussi d'être présente, puisque l'histoire de ce DU, c'est d'abord des rencontres, et c'est des rencontres avec des soignants. Et donc, vous avez ici Marie-Anne qui est docteur, et puis vous avez Anne-Laure qui est psychologue. Mais il y avait toute une petite équipe autour de nous qui était avec Jean-Marie Gomas, Bertrand Galichon, Clotilde Nollet, Marthe Desrobert, qui tous sont des soignants de différentes disciplines. Donc, on a cité là les soins palliatifs ou la douleur, mais nous avons aussi la gériatrie, les urgentistes, et puis avec Marthe Desrobert, c'était plutôt la médecine générale. Et l'objet de toutes nos réunions, c'était de proposer de travailler une formation qui puisse s'adresser aux jeunes soignants. C'est-à-dire, on a délimité entre 0 et 10 ans de pratique, quand bien même ce n'est pas discriminant pour ceux qui voudraient s'inscrire en ayant plus de 10 ans de pratique professionnelle. L'idée, c'est de dire, quand on est au début de notre carrière professionnelle, on a parfois peu de temps pour prendre du recul et avoir la possibilité de se former. D'autant plus qu'il y a aussi la vie personnelle qui se juxtapose et que les horaires sont denses, que c'est le moment où les médecins particulièrement, eux, vont être amenés à publier s'ils veulent développer une carrière hospitalière et parvenir petit à petit à des postes qui leur permettent de faire de la recherche. Et donc, c'est des périodes très, très denses. Et en même temps, le constat qu'on pouvait faire, c'est qu'il y avait une grande solitude de ces soignants qui, quand ils se retrouvaient entre eux, discutaient sans cesse des cas qu'ils avaient pu rencontrer pour essayer d'affirmer, d'affiner et puis de partager ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien. Et donc, nous avons travaillé cette formation pour la proposer à ces jeunes soignants en essayant de répondre à ce besoin. Alors, j'ai essayé ensuite de vous représenter un peu les objectifs de la formation, mais d'abord, il faut que je vous dise que cette formation est en partenariat. Donc, il y a l'Institut catholique de Paris qui est là pour délivrer le diplôme, mais cette formation existe aussi grâce à l'École des psychologues praticiens, dont Anne-Laure Poujol fait partie, et qui, du coup, est vraiment un partenaire important de ce DU, et on vous expliquera pourquoi. Puis nous avons le réseau CEFAMA. Alors, le réseau CEFAMA, c'est un réseau de soignants qui, si on sort de l'acronyme, est le Centre d'études et de formation sur l'accompagnement des malades. Et donc, l'idée, c'est pour ce réseau de pratiquer la formation pour les soignants. Et donc, qui est partenaire de notre formation, avec la présence en particulier de Jean-Marie Gomas, mais aussi d'Éric Fiat, qui enseignera parfois dans notre DU.
Et puis enfin, nous avons une autre association qui a accepté de devenir partenaire de cette formation, qui est l'association Chrétiens et Soignants, qui est dirigée par Combaumier. Pardon. La formation en elle-même se déroule sur 2 ans. C'est pour les modalités pratiques de cette formation, avec 1 heure en distanciel, c'est-à-dire que l'étudiant recevra 4 capsules vidéo qu'il pourra regarder quand il veut au cours du mois avant le cours, et qu'ensuite il aura 2 heures d'enseignement en présentiel sur une initiation à une question éthique. Alors la première question qu'on travaillera, c'est qu'est-ce que l'éthique? Mais tout du long de la formation, à chaque fois, il y aura 3 heures de formation sur une question un peu particulière qui permet d'affiner, de former ou de construire son jugement clinique, thérapeutique, déontologique, éthique. Ces enseignements-là sont complétés par 2 heures de présentation de cas cliniques que les étudiants présentent. Ils sont dispersés en groupes de 5 à 7 étudiants et chaque mois, du coup, ils viennent raconter le cas qui leur a posé le plus de difficultés pour qu'ils puissent être relus par leur pairs et qu'ils puissent être accompagnés pour pouvoir à la fois s'améliorer, mais aussi pour pouvoir affiner ce jugement clinique qui est si difficile à mettre en place. Le DU, du coup, est évalué, puisqu'il y a des modalités d'évaluation auxquelles les étudiants se soumettent. Et donc, pour chaque heure, pour chaque cours, il y a un QCM qui est prévu pour ceux qui sont des cours d'initiation. Et puis, du coup, évidemment, pour la question de la présentation des cas, l'étudiant est petit à petit évalué dans la façon dont il présente les cas, dans la façon dont il est en capacité de faire comprendre le questionnement et dans la façon dont il devient en capacité d'y répondre et du coup de porter la responsabilité du jugement qu'il va devoir assumer en tant que soignant. On est dans une université, donc le QCM où la présentation des cas cliniques est importante, mais à notre sens n'est pas suffisante pour pouvoir approfondir et affiner son jugement. Et donc nous proposons, d'ailleurs nous proposons et nous imposons, puisqu'il est nécessaire pour pouvoir obtenir le DU, de soutenir un mini-mémoire qui permet à l'étudiant de choisir une question qu'il a envie d'approfondir et puis sur laquelle il va être accompagné pendant 1 an, à la fois en termes de bibliographie, de méthodologie, pour construire sa réflexion. DU sur 2 ans, avec des modalités pédagogiques particulières. L'idée, c'est de ne pas charger des vies soignantes qui sont très chargées, mais en même temps de permettre la possibilité de se former sur des questions qui sont complexes et qui sont importantes. Je vous l'ai dit, l'objectif de la formation, c'est de travailler la question du sens du soin, ce DU résilience et situations de soins complexes, par du présupposé qu'on parle beaucoup de la crise soignante, de la crise des vocations soignantes. Or, il nous semble que cette crise, elle n'est pas uniquement issue d'un contexte lié, par exemple, au Covid ou à la pandémie, ou d'une tension uniquement de l'institution hospitalière, mais elle est liée au fait que petit à petit, le sens du soin s'amenuise dans la pratique courante parce que les soignants sont pris par des processus, des protocoles et que leur temps est morcelé et que du coup, ils perdent petit à petit la possibilité de la rencontre de leurs patients. Or, ce qui va revitaliser à chaque fois le sens de la vocation et le sens du métier, c'est la possibilité même de cette rencontre. Et donc, on se place véritablement dans ce DU, dans une perspective de soins et de santé qui est humaniste, qui s'appuie sur la philosophie, qui s'appuie aussi sur la psychologie, pour essayer d'ouvrir et de permettre une assise personnelle dans la façon dont on s'engage dans la relation du soin, parce qu'on est convaincu que quand on s'engage dans la relation du soin et donc dans la rencontre, en fait, on se renouvelle à chaque fois dans cette capacité d'engagement auprès de l'autre. Donc, il y a cette question du sens du soin qui va être travaillée par les questions de est-ce que c'est un jugement que je dois poser qui est juridique? Est-ce que c'est un jugement que je dois poser qui est déontologique? Est-ce que c'est un jugement que je dois poser qui est éthique? Et puis, comment est-ce que je parviens à nommer les différents degrés de la décision et à me positionner face à ces derniers? Mais se pose aussi, du coup, la question de la durée dans la pratique du soin et de la nécessité de pouvoir se connaître. On a vu que dans le cadre du Covid, il y a eu une accélération, au fond, de la perte des soignants qui ont démissionné,
parce qu'il est nécessaire aussi de pouvoir travailler de façon institutionnelle et de façon personnelle sur la question de la résilience. Et donc, là, je vais pouvoir céder la parole à Anne-Laure, qui a porté véritablement les modules qui sont sur cette question de la résilience pour travailler la capacité des soignants à pouvoir durer dans leur pratique professionnelle et du coup à pouvoir se renouveler dans cette dernière. Je vous remercie et je te cède la parole, Anne-Laure. Merci Blandine. Bonsoir à tous. Donc oui, développer la résilience, ça semble être vraiment essentiel aujourd'hui dans la pratique du soignant, parce que notamment, être soignant aujourd'hui en France, c'est tout à la fois un métier exigeant et engageant. Parmi les métiers de vocation, dirait Xavier, il y a ce métier du soin qui obsède, dit-il, positivement les jeunes générations, en leur donnant alors la force de s'engager dans des études et puis dans des conditions de travail qui sont souvent exigeantes pour embrasser une carrière au service d'autrui. Et cet autrui, il présente lui-même des caractéristiques qui sont quand même tout à fait remarquables et qui se révèlent dans la rencontre dont tu parlais, Blandine. Cette caractéristique première, c'est une situation de souffrance qui l'amène à consulter et à solliciter l'aide des soignants pour le soulager, pour le guérir. Seconde caractéristique, c'est aussi cette vulnérabilité qui est dévoilée, voire exposée dans la relation de soins et qui renvoie forcément le soignant à sa propre vulnérabilité. Et tout soignant est sensible à cela, et ce dont tu parlais en évoquant ces discussions à n'en plus finir entre les soignants à propos de tous ces cas cliniques qu'ils rencontrent. Soigner donc, soulager, accompagner sont autant de missions qui peuvent être assumées par les soignants auprès de leurs patients. Et ça participe à la construction d'un sentiment d'efficacité personnelle, à une estime de soi. Ça correspond aussi à leur sens du travail, une certaine adéquation entre leur mission et leurs valeurs. De là naît un équilibre personnel et tout soignant au cours de sa carrière est amené à vivre cette situation d'équilibre et à s'épanouir dans son travail. Et tout soignant est aussi amené dans sa carrière à vivre, à se confronter parfois à des déséquilibres, des petites perturbations qui sont attendues, qui sont habituelles, qui sont même acceptables, c'est notre travail. Et alors on développe des ressources pour nous y adapter. Il arrive aussi, et ce dont tu parlais en parlant de la crise Covid, il arrive aussi que le soignant, au fil de sa carrière, rencontre ce que nous avons appelé donc dans ce diplôme universitaire des situations de soins complexes, ce qui pourrait correspondre à ce que Tasso et ses collaborateurs eux, ont décrit comme des situations plus importantes, exceptionnelles par leur nombre, par leur ampleur ou par leur imprévisibilité, et qui mobilisent alors la créativité du soignant pour y réagir. Car c'est ça, il faut être capable d'innovation, nous disent-ils, pour essayer de rétablir alors cet équilibre dont je parlais plus tôt. Du coup, dans cette formation, dans ce diplôme universitaire, il me semble que nous serons amenés là à définir ces situations de soins complexes, ces situations qui exercent sur le soignant une surcharge de travail, qui nous confrontent à des problématiques éthiques. Là, je pense par exemple, pendant cette crise sanitaire, à cette problématique du tri qui a été dévoilée au public, cette problématique de l'isolement des patients parce que les familles n'avaient plus ce droit de visite, ou encore à l'accompagnement des patients en fin de vie qui étaient isolés. Toutes ces problématiques-là qui ont émergé dans cette situation et qui a questionné les soignants au niveau éthique et mettant là en jeu le sens de leur travail. Face à ces situations, les soignants donc ont eu à s'adapter aussi bien individuellement que collectivement pour remplir leur mission, pour rester peut-être même performants, dirait Tasso, dans la relation de soins. Autrement dit, ils ont eu à être résilients. La résilience étant là, la capacité donc vraiment qu'on pourrait mobiliser nos capacités à faire face
à un stress, à des facteurs de stress dans un environnement, notre capacité à interagir de manière à promouvoir le bien-être personnel. Un des enjeux qui me semble vraiment très intéressant dans ce diplôme universitaire, c'est donc de mettre au travail les capacités de résilience des soignants qui pourraient y participer, afin de développer cette capacité, de la rendre mobilisable dans des situations de soins complexes que nous allons tous rencontrer au fil de notre carrière. Cela en passant donc par des échanges entre étudiants de différents métiers du soin, mais aussi avec des enseignants qui viennent de différentes disciplines. Donc ça permettrait d'avoir un regard assez complexe. Et la psychologie, pour parler du coup de ce que j'apporte aussi dans ce diplôme universitaire, serait donc d'amener ou d'aider à analyser, par exemple, les processus psychiques qui peuvent être à l'œuvre dans ces situations de soins complexes, notamment en identifiant tous les acteurs en présence dans ce système de soins. Donc, bien souvent, il y a le patient, mais il y a aussi les soignants et puis il y a aussi les proches. Et chacun a des enjeux psychiques particuliers, singuliers, qui vont interagir les uns avec les autres. Cette analyse psychologique pourrait nous amener du coup à comprendre d'une façon un peu plus fine une situation assez complexe, pour nous aider à avoir une réflexion sur les postures de chacun, sur le sens des décisions. Et l'enjeu serait alors d'aider à identifier les facteurs protecteurs et les facteurs de risque qui interagissent très singulièrement dans des situations de soins complexes. L'autre chose qui me semble très intéressante, c'est aussi cette modalité, venir avec vos situations pour venir les travailler dans un groupe, va permettre d'ancrer vraiment cette formation dans la pratique et du coup va nous permettre aussi de vous accompagner dans la transformation parfois de ces expériences difficiles que sont ces situations de soins complexes dans des expériences formatrices dans lesquelles votre résilience va forcément s'exercer et se développer. Donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, en tout cas, que je participe à l'élaboration de ce DU et j'espère vous rencontrer bientôt. Je laisse la parole aussi à Marianne. Marianne, alors peut-être qu'il faut qu'on te remette ton micro et ta caméra. Je sais pas. Tac, tac. Alors, est-ce que c'est bon pour Alors, Marianne? je viens d'autoriser sa caméra, Je ne touche à rien là. mais Coucou Marianne. ça marche. Ça marche. Ah, Pas par de contre, micro. le micro ne fonctionne pas, Marianne, je ne sais pas. Je pense que ça vient de toi, a priori. Ah, mince, c'est embêtant parce que là, je ne vois pas comment autoriser le micro, là. Alors, attends, on va essayer. Vas-y, maintenant, essaie de Là, c'est rebrancher. bon. Là, c'est bon. Là, c'est. Ah, super. Ah, ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit déjà, mais juste peut-être insister sur l'intérêt que des jeunes soignants ou même des soignants plus aguerris peuvent avoir dans ce DU, puisqu'il a une forme un petit peu atypique par rapport à d'autres formations, que c'est moins un côté magistral, mais plus un côté d'enseignement un peu par capsule qui permet une plus grande souplesse. Et puis un partage aussi par les cas cliniques, transmission d'expérience. Donc, même si l'expérience est petite, ce sont quand même des expériences à partager. Juste moi, donc je suis médecin douleur et soins palliatifs à Gustave Roussy, et dans ma formation, donc dans les soins palliatifs, on est assez comment dire, sensibilisé à toutes ces problématiques éthiques, voire philosophiques, et puis de complexité des soins. Et donc, je trouve intéressant qu'il y ait une formation qui propose cette approche des soins complexes à tout soignant, quelle que soit sa spécialité, voire même son métier.
Et donc, c'est pour ça que ce DU-là, à mon avis, apporte quelque chose de plus large que le soin pur et que le médical pur, et donc permet une réflexion plus large et d'ouvrir les perspectives dans le champ du soin. Ça complète bien, je pense, les études un peu théoriques de base d'infirmières ou de médecins. Et donc, je pense que ça peut vraiment apporter dans l'attitude qu'on peut avoir face à des situations complexes, sur justement cet apport à la fois de droit, à la fois législatif, toutes ces choses-là qu'on ne maîtrise pas du tout, qu'on ne nous enseigne pas vraiment, qui bougent, qui évoluent aussi avec le temps. Là, on le voit avec la loi de fin de vie. Donc, il y a tout un domaine qu'on ne connaît pas, qui peut nous être présenté et qui peut être éclairant sur des situations complexes, tout comme les situations éthiques ou même psychologiques, puisqu'on sait très bien que émotionnellement, on est souvent dans des situations complexes pas mal remuées, que ce soit dans des situations de fin de vie ou des situations sociales complexes. Il y a toutes les questions, par exemple, des migrants ou des personnes sans ressources qui nous convoquent en général sur des terrains où on n'est pas à l'aise. Et donc, l'apport d'enseignants sur ces domaines-là peut vraiment être est très utile et intéressant. Et je pense que le fait que ce soit sur 2 ans aussi, c'est bien, parce que ça permet d'asseoir aussi cet enseignement qui se fait à la fois entre la pratique et le savoir théorique. Donc, à mon avis, c'est vraiment un enrichissement mutuel, à la fois dans les étudiants, à la fois dans le quotidien de la clinique. Voilà, que dire de plus? Je ne sais pas s'il y a des questions sur des auditeurs, mais c'est tout ce que je peux apporter. Si je peux me permettre, j'ai juste, avant Katia, que tu puisses nous donner les questions, rebondir sur le fait, Marianne, que tu disais que c'était sur 2 ans. La modalité de 2 ans peut sembler exigeante, mais du coup, elle permet véritablement de créer un compagnonnage entre les étudiants et les enseignants. Et il nous semble que pour livrer des situations complexes et pour partager à un moment donné ce qui peut nous mettre parfois en difficulté ou en tension, il est nécessaire de s'ancrer dans un temps long pour pouvoir se faire confiance et pour pouvoir accepter petit à petit d'entrer dans une relation où on peut s'épauler, se soutenir. Et donc, le temps de 2 ans peut sembler un peu difficile, parce qu'en plus, on obtient de son employeur probablement des financements sur la première année, et puis il faut pouvoir réussir à l'obtenir sur la deuxième année. Le prix du DU n'est pas excessif puisque c'est 600 € par an. Donc, je pense que malgré tout, si on échelonne, on peut toujours réussir à s'en sortir, je crois. Et surtout, c'est vraiment parce que nous voulons être attentifs à cette possibilité de rencontre et d'échange, qu'elle puisse être interdisciplinaire et qu'elle puisse pas uniquement se concentrer sur uniquement des médecins ou uniquement des infirmières, mais que l'auxiliaire de santé, l'aide-soignante, le kiné, le médecin généraliste, le médecin de réanimation, le psychologue ou le psychiatre puissent cohabiter et échanger. Parce que malgré tout, les postures soignantes, d'éthos professionnelles que l'on peut apprendre ne sont pas les mêmes, mais qu'elles sont très importantes à pouvoir comprendre pour pouvoir se situer dans la situation complexe. Donc voilà, j'insiste sur ces 2 ans parce que ce n'est pas un choix neutre, c'est vraiment pour nous une durée qui a son importance. Voilà, et je m'arrête là. Merci à toutes les 3 pour votre intervention. Alors, là, on peut passer, je pense, aux questions, si jamais nos auditeurs souhaitent poser des questions. Normalement, j'ai donné l'accès au micro et aux caméras, donc vous pouvez vous connecter si vous le souhaitez. Voilà, voilà. Ou alors poser vos questions dans le fil de conversation également. Alors, vous pouvez poser toutes sortes de questions, hein, concernant le diplôme, le déroulé. Ah, voilà, je vois quelqu'un qui lève la main. Hop. Alors, là, j'ai autorisé la caméra. Bah, tout est autorisé normalement, donc
Je ne sais pas comment tu as fait, Blandine, tout à l'heure, pour autoriser le micro. Mais... J'ai essayé de recommencer. Ouais. J'autorise le micro et il me semble qu'après, il faut que vous puissiez le mettre vous-même, Madame Villeneuve. Oui. Est-ce que vous avez réussi De mon côté, vous pouvez parler, il faut que vous puissiez réactiver vous-même votre propre micro. Donc, vous avez un petit microphone en haut de votre écran, plutôt vers la droite, si je suis bien latéralisée du même endroit que vous. Et il faut que vous puissiez l'activer pour pouvoir poser votre question. Et si on n'y parvient pas, il reste encore l'option du chat. Oui, il reste l'option du fil de conversation. Ça ne fonctionne pas, malheureusement. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions en attendant. N'hésitez pas, hein, par rapport, par exemple, tout à l'heure, on parlait de jeunes soignants. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu entends, Blandine, par jeunes soignants? Est-ce que ça concerne les médecins, les infirmières, mais aussi des aides-soignants, des gens qui travaillent en EHPAD ou à domicile, par exemple? Alors oui, de fait, l'idée, c'est vraiment dans le fait d'être très générique comme jeune soignant. Ce n'est pas quelque chose que l'Institut catholique de Paris apprécie beaucoup parce qu'il a l'impression que la cible est très large. Mais en fait, en faisant ce choix-là, c'était dire que nous souhaitons véritablement avoir des infirmiers, nous souhaitons véritablement avoir des auxiliaires de santé, des aides-soignants, nous souhaitons avoir des kinés s'ils peuvent postuler, des ergothérapeutes, des psychologues, des psychiatres, des gens qui travaillent à l'hôpital, des gens qui travaillent en libéral, des personnes qui travaillent dans des institutions soignantes qui ne sont ni le lieu de l'institution publique de l'hôpital, ni le libéral, mais qui peuvent être liées à des structures de bénévolat, des structures aussi comme des EHPAD de soins et de santé. Et donc, nous visons large parce que, au fond, à chaque fois que qu'on se situe dans la relation du soin, à chaque fois, il faut pouvoir écouter le cri du patient et puis essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Et ce mieux qu'on peut va s'appuyer à la fois sur tout ce qu'on a pu apprendre dans nos études et puis ce qu'on va apprendre par une habitude de soins que l'on va développer au fur et à mesure par sa pratique professionnelle qui va nous permettre de nous affermir et de nous construire. Et donc, au fur et à mesure, en l'affermissant, on peut, entre guillemets, Anne-Laure, tu me corrigeras, mais se sécuriser soi dans sa posture soignante. Si on reste dans la solitude des questionnements, au contraire, on peut fragiliser sa posture soignante parce qu'on peut porter des choses qui sont difficiles. Et donc, l'idée est vraiment de sécuriser cette posture soignante pour l'amener à pouvoir sans cesse se réimaginer, se réinventer et pouvoir se construire sans s'épuiser. Alors, ça signifie de se placer dans la durée d'une temporalité longue et donc évidemment de prendre le temps d'un parcours de formation qui demande du temps pour l'intégrer et pour le construire. On a estimé que jeunes soignants, c'était le moment où c'était le plus crucial, parce que ça présume aussi de l'avenir du soignant. Mais parfois, ces questions-là, elles arrivent quand on a passé 10 ans de pratique, quand on a passé 15 ans de pratique, quand on a passé 20 ans de pratique. Et donc, l'avantage de ZEU, c'est qu'il suffit de déposer un dossier et qu'ensuite, nous l'étudions et que nous vous appelons. Donc, personne n'est discriminé sur cette pratique de 0 à 10 ans, mais nous avons pensé que c'était le plus utile au début de la carrière, mais si ça arrive plutôt à la fin, eh ben, c'est le moment. Et donc, voilà, et ce sera une richesse pour les soignants ensemble, jeunes et vieux, du coup, entre guillemets, si vous me permettez, de pouvoir échanger et s'enrichir ensemble.
Oui, d'autant plus que comme disait Anne-Laure, tout à l'heure, ça arrivera, des situations complexes de toute façon à un moment donné de la carrière. Donc c'est pas Mmh. forcément dans les 10 premières années. Ça peut être le cas parce que justement on n'est pas préparé, à certaines situations et donc on est un petit peu dans le vif du sujet et on se retrouve face à des situations qu'on ne sait pas trop gérer ou comment prendre du recul par rapport à ça. Mais ça peut arriver effectivement, au bout de 15 ans, 20 ans de carrière. Donc, Et pour compléter cette résilience est en plus une compétence, on pourrait dire, ou un processus qui n'est quand même jamais acquis, qui se remet sans cesse au travail et du coup, effectivement, que au début de l'activité professionnelle, il y a peut-être plus de situations dans lesquelles on se sent parfois un peu dépassé, surchargé, mais finalement, tout au long de sa carrière, on peut être confronté à des situations complexes et du coup, remettre au travail cette résilience est toujours positif pour poursuivre son activité et améliorer son bien-être au travail. mmh mh, tout à fait. Alors, il y a une question. J'ai une posture soignante en gériatrie. La question qui revient: «À mon âge, à quoi cela sert?» Alors, encore faut-il que nous connaissions votre âge, Jeanne. En fait, je pense qu'on vient un peu de répondre justement à cette question. C'est la prise de recul. Il y a pas vraiment d'âge pour ça, quelque part? Mmh. Non, et puis si je peux me permettre de compléter aussi euh, sur l'interdisciplinarité, c'est aussi ça qui est intéressant que de pouvoir partager avec d'autres disciplines et d'autres soignants et de se faire entre guillemets un réseau parce que c'est comme ça aussi qu'on peut travailler, c'est en communiquant, en discutant et ça c'est quelque chose d'important et pas uniquement avec ses pairs médecins Mmh. ou ses collègues. Donc ça c'est une richesse. Et par rapport à la question de la personne là sur le sens du soin, en fait, pouvoir réfléchir à plusieurs et faire un pas de côté à sa pratique quotidienne quand on est dans une clinique qui parfois peut être difficile, avec des situations de soins complexes, mais aussi un système de soins qui est difficile et qui va mal. Ben, penser, réfléchir à plusieurs, repenser le sens de ce qu'on fait, ça fait une respiration et ça permet vraiment de redonner une dynamique à sa pratique. Et je vois que vous avez complété, Madame Villeneuve, en Oui. disant que vous soignez des personnes qui ont plus de 80 ans avec une mort imminente. Mais la question du juste soin à tout âge et à tout moment de notre vie est cruciale. Et si on repart un peu de cette expérience que nous pouvons avoir, par exemple, même si nous ne nous en souvenons plus véritablement de la maternité, au fond, le fait d'être porté par un autre pour venir au monde peut, en miroir, nous ouvrir la question de la nécessité d'être aussi porté et accompagné par un autre au moment où nous le quittons. Et donc, il y a bien un engagement de la relation soignante dans ces moments de grande fragilité où même parfois la communication devient difficile, mais cet sens de l'engagement et de la relation ne peut, à mon sens, se renouveler sans s'épuiser que si il est en capacité petit à petit de s'ouvrir à une surprise, puisqu'on est dans l'ordre dans ces expériences de vie, de fin de vie, qui nous ouvrent à ce qui est immaîtrisé et donc qui nous sortent de ce qu'on aimerait pouvoir tenir, enfin conduire parfois. Et en fait, peut-être en travaillant cette question de se tenir et de se conduire pour ouvrir à la question d'une plus grande passivité ou d'une plus grande pauvreté, mais qui oblige à l'action et qui suscite à l'action, on peut chercher et viser un geste du soin qui vise la vie de la personne et donc qui la vise comme vivante et qui du coup nous place comme soignants, comme vivants. Et c'est tout un apprentissage. C'est pas évident de le tenir au quotidien, mais c'est, j'espère, un pas que ce DU nous permettra de faire ensemble, en fait, de viser l'autre comme vivant et de se viser comme vivant, parce que le but n'est de ne pas s'oublier comme soignant, parce qu'il faut que le soignant soit affirmé et soit assis dans ce qu'il est
pour pouvoir véritablement rencontrer l'autre. D'où l'importance de l'estime de soi, comme tu disais, Anne-Laure. Alors, je vois que quelqu'un saisit, je vous comprends parfaitement, je travaille en EHPAD, ce qui est différent des autres lieux, exactement. Oui. Et de fait, la difficulté du coup est de faire face à une impuissance qui est liée à une impuissance de moyens. Et donc, il faut pouvoir, il me semble, travailler cette question de la puissance et de l'impuissance dans le soin pour savoir ce qui est de l'impuissance qui relève de ce qu'on peut appeler un malaise éthique, parce que je n'ai pas les moyens de bien faire. Je me sens en tension dans ma posture de soignante que j'ai déjà construite. Et puis, un autre type d'impuissance qui, en fait, n'est pas de l'impuissance parce que ce n'est pas en notre pouvoir, c'est ce qui nous confronte au fini de toute existence humaine. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, on nous demandait d'avoir un petit peu plus d'informations sur tout le détail en fait, du début, modalité d'évaluation, etc. Donc, dans tous les cas, nous vous enverrons un mail avec un récapitulatif de cette conférence. Donc, vous aurez le replay de la conférence et puis également tous les liens vers la fiche de formation et tout ce qui va bien pour vous apporter toutes les informations utiles et nécessaires. Donc, je ne sais pas si vous avez éventuellement d'autres questions ou si vous auriez d'autres choses à rajouter, peut-être, Marie-Anne ou Anne-Laure. Moi, si je puis me permettre, Madame Villeneuve, votre question ferait un excellent sujet de mémoire. Non, moi, je n'ai rien de plus à rajouter, sauf s'il y a des questions, mais visiblement, le message a été clair. Qu'est-ce qui vous a motivé, Marie-Anne? Ça, c'est ma question à moi. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce DU? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est essentiellement parce que ça me semble vraiment important que tous les soignants puissent avoir accès à une approche humaine, enfin, je ne sais pas comment dire, éthique, philosophique, psychologique. Interdisciplinaire, en fait. Voilà, c'est ça, sur les soins, parce qu'on est très formé sur tout ce qui est soins médicaux, paramédicaux, techniques, mais il y a aussi tout ce qui fait une personne, en fait, et tout ce qui est important dans les soins quand on se pose un peu des questions sur, que ce soit des questions existentielles, tout simplement, sur le sens du soin, le sens de ce qu'on fait, et puis aussi tous les enjeux psychiques, que ce soit pour les patients, mais aussi pour les soignants, tout ce qui se met en mouvement dans une relation de soins, pouvoir en prendre conscience et puis le mettre en pratique et voilà, faire avec tout ce qui fait aussi notre histoire de soignant. Et puis, voilà, parce que dans les soins palliatifs, j'ai l'impression qu'on est assez sensibilisé, mais dans les autres spécialités, peut-être moins. Et donc, c'est ce qui me motive à faire, à participer à SDU et puis à transmettre un peu ce que moi-même j'ai reçu aussi dans mes études et puis dans la pratique quotidienne. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire, on peut dire que ce DU, quelque part, est un peu novateur, puisqu'on entend beaucoup parler des difficultés rencontrées par les soignants depuis des années. Ça fait des années qu'on en parle avec les problématiques rencontrées à l'hôpital. Ce thème est ressorti d'autant plus avec la crise du Covid, enfin depuis la crise du Covid, où là, on a vraiment vu mis à jour les difficultés rencontrées par les soignants. Est-ce qu'on peut dire que cette formation, justement, est un peu novatrice pour répondre à ces questions-là aujourd'hui? Oui, sans doute, parce que déjà dans la forme, moi je ne connais pas bien tout le monde universitaire, mais la plupart des DU que j'ai pu faire ou voir, c'est assez magistral, des cours avec des stages. Là, il y a plus la question de compagnonnage dont parlait Blandine Imbert, que je trouve intéressante. Et puis, l'histoire d'avoir des capsules vidéo qui permettent quand même d'avoir à la fois un apport théorique solide, mais en même temps, dans une certaine souplesse. C'est sur la forme, je trouve que c'est assez novateur et intéressant.
Et oui, enfin, la crise Covid, c'est vrai que la crise sanitaire, elle a mis en lumière pas mal de choses, mais qui existaient déjà et puis qui vont perdurer dans le temps, même s'il n'y a pas d'autres pandémies. Et l'important pour les soignants, c'est d'avoir une certaine, d'être bien dans ses baskets, on va dire, et d'avoir une certaine assise, que ce soit, enfin, même si on n'est pas à 100% au top tous les jours, hein, mais au moins avoir un ancrage, quelque chose qui nous permette d'affronter les situations avec un peu plus de bagages, un peu, enfin, pas d'assurance, parce qu'on peut aussi très bien se noyer dans l'incertitude et avoir beaucoup de difficultés, et ça fait partie de notre quotidien aussi. Mais au moins, quand on a une formation qu'on peut partager avec d'autres et que on a des notions d'humanité, entre guillemets, ça permet quand même d'avoir un peu plus de garder le cap, j'allais dire. Merci beaucoup, Marianne. Bien, écoutez, je ne vois plus vraiment de questions arriver. Donc, je vous propose bien qu'on finisse cette réunion d'information. Blandine, je te laisse le mot de la fin. Nous restons enfin à votre disposition, puisque vous pouvez toujours nous écrire via du coup le site internet dont nous vous avons mis le mail. Quoi qu'il en soit, si vous déposez un dossier, nous nous retrouverons, puisque nous rencontrons au moins par téléphone chaque étudiant pour s'assurer que ce qu'il cherche dans notre formation, il le trouvera effectivement. Donc, on fait aussi un vrai travail ensemble avec les étudiants qu'on peut rencontrer, d'écoute et puis d'attention, pour être sûr qu'aucun des étudiants qui nous rentrent dans notre formation ne soit déçu, et que nous ne soyons pas déçus de ce que nous apportions à nos étudiants, parce que ce qu'ils attendaient n'est pas ce que nous pourrions leur donner ou ce qui ne correspondrait pas à leurs attentes. Donc, au fond, déposer un dossier ne vous engage à rien, si ce n'est avoir encore une conversation avec nous. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu beaucoup de plaisir et d'enthousiasme à travailler cette formation qui, de fait, est un peu innovante, qui travaille à la fois la question de l'éthique et la question de la résilience, et donc des mécanismes psychologiques, ce que moi, je n'ai pas pu trouver dans ce que j'ai pu voir en faisant de la veille. Et on espère avec impatience rencontrer les étudiants, puisque la création d'une formation n'a pour but que de pouvoir servir les étudiants qui accepteraient de se lancer dans l'aventure avec nous. Donc voilà, nous vous attendons à la fois avec impatience, mais patience, parce que ça nous permet de construire les choses aussi en commun ensemble, et puis surtout avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ces questions-là nous passionnent et que nous pensons que beaucoup de soignants sont aussi passionnés. Donc, ça ne peut faire que beaucoup d'interrogations, mais beaucoup de réflexions. Et ça peut nous emmener plus loin que nous pensions, en tout cas nous surprendre. Et c'est un des premiers indices que la réflexion avance. C'est que finalement, nous n'allons pas forcément là où nous avions totalement prévu, parce que nous sommes surpris par ce qui s'ouvre, mais ça approfondit la réflexion. Eh bien, merci beaucoup à toutes pour cette présentation. Merci aux auditeurs pour leur présence et puis pour les questions. Nous allons retransmettre cette conférence en replay bientôt sur la chaîne de l'ICP. Voilà, merci à tous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Excellente soirée à tous et mille merci à chacun et à chacune. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.